Elle était juste en train de chercher une pièce quand un riche propriétaire est apparu, a ri d'elle et a jeté un billet par terre, la traitant de déchet. Il a dit qu'une femme ne comprenait rien aux machines et que cette ferraille était morte depuis des décennies. Mais au moment où elle a posé la main sur ce fer rouillé, elle a perçu quelque chose d'impossible à l'intérieur et a fait une proposition qui a choqué tout le monde. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Il existe un endroit dans l'arrière-pays occitan où le soleil ne fait de cadeaux à personne. Sur les plateaux des Causses du Quercy, là-haut dans ces terres qui semblent saigner tant elles sont rouges, la chaleur monte du sol comme une onde invisible qui déforme tout. C'est là, dans cette immensité de pierre et de poussière, que notre histoire commence. Et croyez-moi, mes amis, vous devrez faire attention à chaque détail, car ce qui semble être une chose est parfois tout autre. Bérengère, un nom étrange, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement le nom de la femme qui dirige le seul atelier de mécanique sur une route de terre qui traverse la région comme une cicatrice. 32 ans. Des mains calleuses, des yeux couleur miel qui semblent voir à travers le métal. Les habitants des villages disent qu'elle parle au piston, et ce n'est pas une blague. Quand Bérengère pose la main sur un moteur, c'est comme si elle entendait ce que la machine essaie de dire. Son atelier est au bord de la route. Une construction simple en briques apparentes et un toit de tôle ondulé qui reflète le soleil comme un miroir. 3 ventilateurs de plafond tournent toute la journée, mais ça n'aide pas beaucoup. La chaleur à l'intérieur est à faire fondre la soudure. Sur les murs, d'anciens calendriers de fabricants de pièces automobiles partagent l'espace avec des outils accrochés en ordre militaire, des clés plates organisées par taille, des pinces alignées, des marteaux posés sur des crochets en fer. Sur le sol de ciment taché d'huile, il y a toujours un moteur démonté, ses entrailles de métal exposées comme un cœur ouvert en attente de chirurgie. Bérengère a hérité de cet endroit de son père, un homme nommé Léonard, qui a disparu il y a 10 ans, parti en expédition de prospection et jamais revenu. Il a laissé à sa fille l'atelier, quelques dettes et la réputation d'être le meilleur mécanicien que ces terres aient jamais connu. La jeune femme a grandi entre les clés à molette et l'odeur de la graisse, apprenant qu'un moteur ne ment jamais. Si vous savez écouter, il vous dit tout. Mais il y a un autre nom que vous devez connaître, Célestin, le colonel Célestin, comme il aime être appelé. Un homme de 60 et quelques années, un ventre proéminent, un chapeau de cuir toujours sur la tête et une arrogance qui sent plus mauvais que du gazole brûlé. Le colonel Célestin a acheté presque toutes les exploitations minières désaffectées de la région lorsque l'orpaillage a décliné. Il contrôle l'eau, il contrôle les terres, il contrôle même qui peut ou ne peut pas travailler. C'est le genre de personne qui pense que l'argent achète le respect. Et c'est justement un jour de plein soleil, de ceux où même les corbeaux préfèrent rester à l'ombre, que le destin a orchestré la rencontre qui allait tout changer. Bérengère était au cimetière de machines. Vous savez ce que c'est? C'est un ravin profond, à environ 15 minutes de route de l'atelier, où sont abandonnées des dizaines de vieilles machines. Tracteurs sans vie, pelleteuses aux bras mécaniques cassés, camions transformés en abris pour serpents, le tout recouvert de rouille, de plantes grimpantes et de l'oubli du temps. Quand Bérengère a besoin d'une pièce rare, c'est là qu'elle va creuser. Ce jour-là, elle cherchait un roulement spécifique pour réparer le treuil d'un camion. Elle marchait parmi les carcasses de fer, ses bottes soulevant des nuages de poussière rougeâtre, quand elle a vu quelque chose qui l'a arrêtée. Au fond du ravin, à moitié cachée par un rideau de lianes, se trouvait une excavatrice à chenilles, une vieille Poquelin des années 60, un monstre de fer d'environ 15 000 kilos. La rouille avait dévoré la peinture jaune d'origine, laissant tout d'une couleur brun orangé de mort lente. Bérengère s'est approchée, fascinée. La machine était enfoncée dans le sol, les chenilles enfouies dans la terre, le bras mécanique penché sur le côté comme un géant tombé. Des plantes grimpantes montaient le long des flancs, entrant et sortant des interstices, comme si l'excavatrice était devenue une partie de la nature.
Elle a frappé du bout des doigts le côté du réservoir de carburant. Le son a résonné, creux, c'est à ce moment qu'elle a entendu le vrombissement d'un moteur s'approcher. Une pick-up noire, vitres teintées, chromée à l'excès, soulevant un nuage de poussière derrière elle. Le cœur de Bérengère s'est serré. Elle connaissait cette voiture. Le pick-up s'est arrêté à quelques mètres, et 3 hommes en sont descendus. À l'avant, avec l'autorité de celui qui se croit maître du monde, venait le colonel Célestin, son chapeau de cuir, sa chemise ouverte sur les 2 premiers boutons, montrant des chaînes en or sur sa poitrine, son ventre proéminent sur une ceinture à boucles d'argent. Derrière lui, 2 hommes de main à l'air peu amical. « Regardez qui est là !» La voix du colonel Célestin est sortie, rauque et traînante. « La ramasseuse d'ordures !» Bérengère n'a pas répondu. Elle a continué à regarder l'excavatrice, les mains dans les poches de son jean taché de graisse. « Vous savez quel est le problème des gens comme vous, Bérengère ?» Le colonel Célestin s'est rapproché, ses bottes de cuir claquant sur le sol. « Vous fouinez là où vous ne devriez pas. Votre père était pareil. Il cherchait des choses là où il n'y avait rien. Et regardez ce que ça a donné. » Les mots étaient comme des couteaux. Bérengère a serré les poings dans ses poches, mais a gardé la voix ferme. « Je ne fais que prendre une pièce, monsieur le colonel Célestin. Je ne dérange personne. » « Déranger ?» Il a eu un rire court, sans humour. « Vous êtes comme un moustique, jeune femme. Petite, agaçante, mais insignifiante au final. » Les hommes de main ont ri avec lui. Ce genre de rire faux, de ceux qui rient parce que le patron l'a ordonné. Le colonel Célestin a sorti son portefeuille de sa poche arrière, un cuir noir, gonflé de billets, et a séparé un billet de 2 €. Il l'a froissé entre ses doigts et l'a jeté par terre, dans la poussière rouge. « Prenez ça, achetez-vous une glace, et partez avant que cette ferraille ne vous tombe dessus. Ce n'est pas un endroit pour les têtes vides comme un moteur HS. » Le silence qui a suivi était lourd. Même le vent semblait avoir cessé de souffler. Bérengère a regardé le billet froissé par terre, puis le visage satisfait du colonel Célestin, puis de nouveau l'excavatrice rouillée. Et alors quelque chose s'est allumé en elle. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond. C'était la voix de son père résonnant dans sa mémoire. Ne baisse jamais la tête devant un homme qui n'est grand que parce qu'il a volé la place de beaucoup de petits. Elle s'est baissée, a ramassé le billet, l'a lissé contre sa cuisse et l'a mis dans sa poche. « Et si on faisait un pari, monsieur le colonel Célestin ?» Le colonel a levé les sourcils, amusé. « Un pari ?»« Vous et moi, exactement. » Bérengère a frappé de la main ouverte le côté de l'excavatrice, faisant vibrer le métal rouillé. « Si je fais fonctionner cette machine et que je la sors de ce ravin en 24 heures, vous me donnez le droit d'explorer la veine d'eau qui passe sous cette terre. » Le colonel Célestin a regardé l'excavatrice, puis Bérengère et a commencé à rire. Un rire fort, moqueur, qui a résonné dans tout le ravin. « Jeune femme, cette machine ne démarrera même pas si Saint-Pierre descendait ici avec une nouvelle batterie. Elle est morte depuis plus de 20 ans. Alors vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas ?» Bérengère a croisé les bras. « Mais si je n'y arrive pas, je ferme l'atelier et je vais travailler comme femme de ménage dans votre ferme. » Le silence est revenu. Le colonel Célestin a cessé de rire. Ses yeux ont brillé d'une malice dangereuse. C'était trop beau pour être vrai. Humilier cette jeune femme arrogante, la sortir de la route une fois pour toutes. 24 heures. Il a tendu la main, un sourire cruel sur le visage, déterminé. Bérengère a serré sa main, sentant la poigne trop forte, oppressive, mais n'a pas détourné le regard. Quand le colonel Célestin est retourné à son pick-up et est parti dans un nuage de poussière, Bérengère est restée là, seule, avec le géant de fer rouillé. Le soleil commençait déjà à descendre, teignant le ciel d'orange et de rose. Elle avait jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Elle a respiré profondément, marché jusqu'aux côtés de l'excavatrice et a commencé à chercher le capot du compartiment moteur.
Les charnières étaient bloquées par la rouille. Elle est retournée à son propre pick-up, a pris une massette et un pied de biche et a commencé à travailler. Le bruit du métal contre le métal résonnait dans le ravin désert. Il lui a fallu près d'1 heure pour libérer le capot. Quand elle a finalement réussi à soulever la lourde plaque d'acier, Bérengère a allumé la lampe torche de son téléphone portable et l'a dirigée à l'intérieur. Et c'est là que son monde a basculé, car ce qu'elle a vu n'avait aucun sens. De l'extérieur, cette excavatrice était une ruine, la rouille rongeant le métal, des pièces cassées, un abandon total. Mais à l'intérieur, mon Dieu, à l'intérieur, c'était une autre histoire. Sous la lumière de la lampe torche, des composants brillaient qui n'auraient pas dû être là. Des capteurs électroniques de dernière génération avec des LED bleus clignotant encore faiblement. Des faisceaux de fibres optiques organisés avec une précision chirurgicale, un système d'injection directe qui semblait sorti d'une usine allemande de voitures de luxe, le tout propre, sans vieille graisse, sans poussière, comme si cela avait été installé la veille. Bérengère a passé sa main sur les composants, incrédule. Ce n'était pas possible. Une machine abandonnée depuis des décennies avec une technologie de pointe, c'était comme trouver un téléphone portable du futur à l'intérieur d'un vieux tourne-disque. Elle a reculé d'un pas, sa respiration s'est accélérée et elle a murmuré pour elle-même « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, dans ce ravin silencieux, la nuit tombant et les premières étoiles commençant à apparaître dans le ciel, Bérengère a compris qu'elle venait de tomber sur quelque chose de bien plus grand qu'un simple pari. Elle venait d'ouvrir la porte d'un secret que quelqu'un avait travaillé dur pour garder enfoui. La nuit est tombée lourdement sur les causes du Quercy, de cette manière qui n'arrive que dans ces terres reculées, où le ciel devient un manteau d'étoiles si brillantes qu'on pourrait presque lire avec leur seule lumière. Mais Bérengère ne regardez pas le ciel. Elle était plongée dans ce mystère de métal et d'électronique. La lampe torche coincée entre les dents et les mains sales d'une graisse qui sentait différemment. Ce n'était pas l'odeur de vieille graisse, vous savez, cette odeur rance d'huile oxydée qui colle à la peau et ne part même pas avec 3 douches. Non, ça avait une odeur presque synthétique, comme un lubrifiant haute performance de ceux utilisés en laboratoire. Bérengère a essuyé ses doigts sur un chiffon et a senti la texture, glissante mais sans cette viscosité de la graisse ordinaire. Elle avait apporté de l'atelier une boîte à outils complète, un petit générateur diesel pour alimenter une lampe halogène et une vieille planche qui servait de banc improvisé. Le ravin était silencieux, seul le chant lointain d'une chouette et le bourdonnement discret du générateur brisait le silence de l'aube. « Bon, voyons ce que tu es vraiment » murmura Bérengère comme si la machine pouvait l'entendre. Elle commença à retirer les composants électroniques avec soin, un par un. Chaque capteur qu'elle enlevait en révélait un autre en dessous. C'était comme éplucher un oignon technologique. Et plus elle allait en profondeur, plus tout devenait absurde. Il y avait des modules de traitement connectés à un système central qu'elle n'avait jamais vu de pareil. Ce n'étaient pas des pièces de catalogue, elles étaient personnalisées, faites sur mesure. Au milieu de cet enchevêtrement de fils et de circuits, Bérengère a trouvé quelque chose qui a fait battre son cœur la chamade. Une petite plaque d'identification de la taille d'un ongle, gravée au laser, et dessus 2 lettres suivies d'un nombre LM07. LM, Léonard. Le nom de son père. Les mains de Bérengère ont commencé à trembler. Elle s'est assise sur la planche, respirant profondément, essayant d'organiser ses pensées. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Son père avait quelque chose à voir avec cette machine. Mais comment? Et surtout, quand? Elle a recommencé à travailler, maintenant avec une urgence différente. Il ne s'agissait plus seulement de gagner le pari, il s'agissait de comprendre ce qui était arrivé à Léonard 10 ans plus tôt. Il lui a fallu encore 2 heures pour accéder au module central.
C'était une boîte blindée de la taille d'une boîte à chaussures, fixée avec des vis spéciales qu'elle a dû ouvrir avec une clé à douille adaptée. Quand elle a finalement réussi à retirer le couvercle, ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a laissé sans voix. C'était un ordinateur, non pas un de ces vieux avec des tubes et des bandes magnétiques. C'était un ordinateur moderne avec un processeur multicœur, une mémoire SSD et une batterie lithium-ion qui, étonnamment, était encore chargée. L'écran LED intégré au couvercle a clignoté faiblement quand Bérengère a touché le bouton d'activation. Le système s'est initialisé lentement, la lueur bleutée de l'écran éclairant le visage sale de Bérengère. Des lignes de code ont commencé à défiler, puis une interface graphique simple, sans fioritures. Et puis un message en lettres blanches sur fond noir. Système de cartographie géologique ultrasonique, LM07, accès restreint. Insérez le mot de passe. Bérengère a regardé l'écran, son cerveau travaillant vite. Mot de passe? Quel mot de passe? Elle a essayé l'évidence, le nom de son père, sa date de naissance, le nom de l'atelier. Rien. 3 tentatives erronées, et le système a menacé de se bloquer définitivement. Elle s'est arrêtée, a fermé les yeux et a essayé de penser comme son père. Léonard était mécanicien, mais aussi un homme de code. Il disait toujours qu'un moteur, c'est des maths, avec une odeur de graisse. Il avait l'habitude de créer des codes en utilisant des kilomètres, des numéros de pièces, des choses comme ça. Bérengère s'est souvenue de quelque chose. Le dernier pick-up que son père avait, avant de disparaître, un Ford Ranger rouge, année 1999, qu'il aimait plus que tout. Sa plaque d'immatriculation était une combinaison que Léonard trouvait amusante, car elle formait son nom à l'envers. Ramon. Elle a tapé lentement, R-A-M-O-D-N-I-L. L'écran a clignoté. Pendant une seconde, Bérengère a cru qu'elle s'était encore trompée. Mais ensuite, accès accordé. Bienvenue, Bérengère. Son cœur s'est arrêté. Bienvenue, Bérengère. Comment ce système connaissait-il son nom? L'interface a changé et un nouvel écran s'est ouvert. C'était une carte tridimensionnelle de la région, avec des couches géologiques colorées montrant la composition du sol à différentes profondeurs. Bérengère a reconnu le ravin où elle se trouvait, la route, les villages environnants. Mais ce qui a attiré son attention, ce sont les points rouges clignotants. Chaque point rouge marquait une concentration minérale. Et quand elle a cliqué sur l'un d'eux, les données sont apparues sur le côté. Type de minerai, profondeur estimée, pureté, volume calculé. C'étaient des gisements de pierres précieuses, principalement des émeraudes, mais aussi des améthystes, des aigues marines. Et les chiffres, mon Dieu, les chiffres étaient astronomiques, des millions d'euros de pierres encore enfouies, attendant d'être extraites. Bérengère a passé sa main sur son visage, essayant de tout assimiler. Son père avait construit un système de cartographie géologique mobile, caché à l'intérieur d'une vieille excavatrice, pour cartographier les richesses minérales, sans que personne ne se doute de rien. Et d'après les enregistrements de l'ordinateur, il avait travaillé en secret pendant au moins 3 ans avant de disparaître. Il y avait des dossiers organisés par date. Bérengère a ouvert le plus récent, le 15 mars 2015, 4 jours avant la disparition de son père. À l'intérieur du dossier, il y avait des fichiers audio, des enregistrements. Elle a connecté un vieux casque qu'elle avait apporté et a appuyé sur lecture sur le premier fichier. La voix qui est sortie des écouteurs a instantanément fait monter les larmes aux yeux de Bérengère. C'était la voix de son père. « Bérengère, si tu entends ça, ça signifie que je ne suis pas revenu. » La voix était fatiguée, tendue. J'ai découvert quelque chose d'énorme. Ma fille, de très énorme. Toute cette région repose sur une fortune qui pourrait changer la vie de tout le monde ici. Mais il y a un problème. Le colonel Célestin a découvert que je cartographiais ces terres et il n'est pas le genre d'homme qui accepte d'être contredit. Bérengère a serré les écouteurs contre ses oreilles, les larmes coulant silencieusement. Il m'a fait une proposition. Il voulait acheter les données de la cartographie pour une misère et m'obliger à quitter la région. J'ai refusé.
C'est là qu'il a changé de stratégie, a commencé à me menacer. Il a dit que si je ne lui donnais pas les données, il ferait de ma vie un enfer. Et la tienne aussi, Bérengère. Il t'a mentionné. La respiration de Bérengère s'est bloquée dans sa gorge. Alors j'ai élaboré un plan. J'ai pris cette vieille Poquelin qui était abandonnée ici, dans le ravin, et je l'ai transformée en coffre-fort. Je l'ai camouflée à l'extérieur, la faisant ressembler à une carcasse morte. Mais à l'intérieur, j'ai tout installé. Tout le système de cartographie, toutes les données, tout est ici en sécurité, caché. Il a fait une pause, et quand il a repris la parole, la voix était brisée. Je vais devoir disparaître un certain temps, ma fille. Faire semblant d'être mort dans une expédition est la seule façon de te protéger et de protéger cette découverte jusqu'à ce que je puisse exposer le colonel Célestin et ce qu'il a fait aux terres d'ici. Il a détourné de l'eau, acheté des titres de propriété frauduleusement, détruit la vie de nombreuses personnes. Il y a eu un long silence dans l'enregistrement. Puis la voix du père est revenue, plus douce. Tu as toujours été plus intelligente que moi, Bérengère. Si un jour tu trouves ça, tu sauras quoi faire. Utilise ton intelligence, utilise ta technique et ne laisse personne te convaincre que tu n'es pas capable. Un moteur ne ment jamais, tu te souviens? Et cette machine ici, elle te dit la vérité que je n'ai pas pu te dire avant de partir. Le fichier s'est terminé par un doux clic. Bérengère a retiré les écouteurs, les mains tremblantes, la rage, la tristesse, le soulagement, tout mélangé dans un tourbillon qui lui serrait la poitrine. Son père n'était pas mort, il avait fui pour la protéger et avait tout laissé là, espérant qu'un jour, elle serait assez astucieuse pour le trouver. Mais il y avait plus. Elle a ouvert un autre dossier. Preuve Célestin. À l'intérieur, il y avait des documents numérisés, des actes de propriété falsifiés, des reçus de pots de vin pour des inspecteurs de l'environnement, des photos de détournements d'eau illégaux, des enregistrements de menaces. C'était un dossier complet, des preuves suffisantes pour envoyer le colonel Célestin en prison pour des décennies. Bérengère a tout sauvegardé sur une clé USB qu'elle avait à son porte-clés et a regardé l'horloge. Il était déjà plus de 4 heures du matin. Elle avait moins de 15 heures pour faire fonctionner cette machine et sortir du ravin. Mais maintenant, elle comprenait. Elle ne devait pas seulement faire marcher l'excavatrice. Elle devait utiliser cette machine pour exposer le colonel Célestin et elle avait une idée de comment faire. Elle s'est levée de la planche, a étiré son dos douloureux et s'est remise au travail. Maintenant, ce n'était plus de la mécanique, c'était une mission. Elle a commencé par le système hydraulique. Les tuyaux haute pression étaient desséchés, mais les vérins principaux étaient parfaits, comme s'ils avaient été récemment remplacés par son père. Elle a remplacé les tuyaux par ceux qu'elle avait apportés de l'atelier, les adaptant avec des colliers de serrage renforcés. Ensuite, elle s'est occupée du système électrique. La batterie principale était morte, mais il y avait un banc de batteries auxiliaires connecté au système électronique qui était encore chargé. Elle a fait un branchement direct, ignorant les fusibles grillés, au doux son des relais qui cliquetaient. Le moteur diesel en lui-même était une autre histoire. Un bloc Perkins de 6 cylindres, vieux mais noble. Bérengère a ouvert le réservoir de carburant et a senti l'odeur rance du vieux gazole. Il fallait tout vidanger et mettre du carburant neuf, mais cela prendrait du temps. Le soleil a commencé à apparaître à l'horizon quand elle a finalement réussi à vider le réservoir. Elle avait apporté 4 bidons de gazole propres de l'atelier. Elle a rempli le réservoir lentement, sentant le liquide ambré couler par le goulot métallique. Maintenant venait la partie la plus délicate, le démarrage. Elle a vérifié les injecteurs, nettoyé les filtres à air, changé l'huile du carter pour une synthétique haute performance. Chaque mouvement était précis, calculé. Quand elle s'est finalement assise sur le siège de commande rouillé de l'excavatrice, il était déjà midi. Il restait moins de 6 heures. Bérengère a tourné la clé de contact. Le démarreur a gémi faiblement. Elle a tourné à nouveau. Rien. À la 3e tentative, elle a entendu un claquement sec et une odeur de fil brûlé. Non, non, non. Elle a sauté du siège et est allée vérifier. Le démarreur avait grillé.
Elle a levé les yeux au ciel comme si elle demandait de la force. Puis elle a respiré profondément et a pensé, démarreur cassé, il y a une autre façon de démarrer un diesel. Elle allait devoir faire un démarrage manuel forcé, et pour cela, elle aurait besoin de quelque chose qu'elle avait laissé à l'atelier. Bérengère a regardé l'horloge, a calculé le temps et a couru vers son pick-up. La course contre la montre avait vraiment commencé. Le chemin du retour à l'atelier a semblé plus long que jamais. Le pick-up de Bérengère soulevait des nuages de poussière rouge sur la route de terre, le soleil de midi tombant implacable sur le capot. Elle roulait trop vite pour les conditions de la route, faisant gémir la suspension à chaque nid de poule, mais elle n'avait pas le choix. Chaque minute perdue était une minute de moins pour gagner ce pari, qui n'était plus seulement un pari. C'était maintenant une question d'honneur, de justice, de vérité. Quand elle est arrivée à l'atelier, Bérengère est allée directement au fond, où elle gardait les pièces les plus anciennes. Elle a fouillé dans des boîtes poussiéreuses, empilées depuis des années, jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Un chalumeau oxyacétylénique complet avec des bouteilles de gaz encore chargées. À côté, elle a aussi pris un câble de batterie extra long, de ceux utilisés pour démarrer les camions, et une bombe de start-pilote. Mais elle savait que cela seul ne suffirait pas pour faire un démarrage forcé sur un diesel de cette taille. Il lui faudrait quelque chose de plus. Ses yeux ont parcouru l'atelier jusqu'à s'arrêter sur une relique appuyée dans un coin. La vieille moto de son père, une Honda CB 125 rouge, du début des années 2000 qui était restée là depuis la disparition de Léonard. Bérengère a marché jusqu'à la moto, a passé la main sur le réservoir couvert de poussière. Combien de fois avait-elle vu son père monter sur cette moto et partir sur la route? Combien de fois était-il revenu les mains sales et un sourire au visage, disant qu'il avait parlé avec des moteurs dans les villages? Elle n'a pas hésité un instant, a pris une clé à molette, s'est agenouillée à côté de la moto et a commencé à retirer la batterie. C'était une petite batterie, 12V, mais elle avait encore de la charge. Ce serait suffisant. Elle a tout rechargé dans le pick-up, a attaché les bouteilles de gaz avec de la corde pour qu'elles ne roulent pas dans la benne et est repartie sur la route. Sur le siège passager, la clé USB avec l'épreuve contre le colonel Célestin balançait attachée à son porte-clés. Elle y a jeté un coup d'œil rapide comme pour s'assurer que c'était réel et a appuyé à fond sur l'accélérateur. Il était 14 heures quand elle est revenue dans le ravin. Le soleil était au zénith, transformant ce trou de pierre et de ferraille en une fournaise. La chaleur montait du sol en vagues visibles, déformant l'air. La Poquelin restait immobile, attendant comme un géant endormi. Bérengère a déchargé l'équipement et est allée directement au travail. Elle a d'abord installé la batterie de la moto en parallèle avec les batteries auxiliaires de l'excavatrice, en utilisant les longs câbles. Puis elle a localisé les cylindres du moteur diesel, 6 cylindres en ligne, chacun de la taille d'un bras humain, et a commencé à chauffer les chambres de combustion avec le chalumeau. La technique était ancienne, utilisée par les mécaniciens d'autrefois, lorsque le démarreur faisait défaut. Chauffer les cylindres augmentait la température de la chambre de combustion, facilitant l'allumage du gazole. Mais il fallait faire attention. Trop chauffer pouvait déformer la culasse ou fissurer le bloc. Bérengère a travaillé avec une précision chirurgicale, déplaçant la flamme bleue du chalumeau autour de chaque cylindre, sentant la chaleur irradier du métal. La sueur coulait sur son visage, brûlant ses yeux, mais elle ne s'arrêtait pas. 15 minutes sur chaque cylindre, ni plus, ni moins. Pendant que le métal refroidissait lentement, elle a préparé l'étape suivante. Elle a retiré les injecteurs et a pulvérisé le start-pilote directement dans les chambres. L'éther, hautement inflammable, facilitait la combustion initiale. Puis elle a remis les injecteurs, serrant chacun avec le couple exact. Il était presque 16 heures. Il restait environ 3 heures avant la date limite. Bérengère est montée sur l'excavatrice, s'est assise sur le siège de commande déchiré et a regardé les commandes. La clé de contact ne fonctionnerait pas. Le démarreur était mort. Alors elle a fait quelque chose que peu de mécaniciens auraient le courage de faire.
Elle a pris les câbles reliés aux batteries et, avec beaucoup de précaution, a fait un branchement direct sur les bornes du démarreur, ignorant complètement le système électrique d'origine. Une étincelle bleue a jailli, le démarreur a gémi, puis a toussé une fois, deux fois, et à la troisième, un rugissement grave et puissant a empli le ravin. Le moteur diesel s'est réveillé avec un vrombissement qui semblait venir des entrailles de la terre. Une fumée noire a jailli de l'échappement rouillé, sentant le gazole brûler. L'excavatrice entière a vibré, tremblé comme un animal se réveillant d'un sommeil de plusieurs décennies. Les indicateurs sur le tableau de bord se sont allumés un par un. Température, pression d'huile, voltage. Bérengère n'a pas pu s'en empêcher. Un sourire énorme s'est dessiné sur son visage sale. « Ça, ma belle, allons-y !» a-t-elle crié par-dessus le bruit du moteur. Mais faire fonctionner le moteur n'était que la moitié du chemin. Maintenant venait la partie difficile, sortir ce monstre de 15 000 kilos du ravin, où il était enterré depuis 20 ans. Elle a testé les commandes. Le levier du bras hydraulique a résisté, mais a cédé avec un gémissement métallique. Lentement, le bras mécanique de l'excavatrice a commencé à bouger, se levant du sol où il était tombé. Les pistons hydrauliques ont sifflé, expulsant de l'air et de la vieille huile. Bérengère a manipulé les commandes avec délicatesse, comme on joue d'un instrument fragile, levant le bras jusqu'à la position verticale. Maintenant, les chenilles. Elle a actionné le levier de mouvement vers l'avant. Les chenilles, enfoncées dans le sol et bloquées par des branches et des pierres, ont commencé à tourner lentement, très lentement. L'excavatrice a avancé d'un demi-mètre et s'est arrêtée, les chenilles patinant sur la terre sèche. « Allez, mon amour, tu peux le faire », a murmuré Bérengère, ajustant l'accélérateur. C'est là qu'elle a entendu le vrombissement d'un autre moteur s'approcher. Son cœur s'est serré. Elle connaissait ce son. Le pick-up Toyota noir du colonel Célestin est apparu à l'entrée du ravin, s'arrêtant dans une position qui bloquait la sortie. Le colonel est descendu du véhicule avec ce sourire arrogant que Bérengère connaissait si bien, mais cette fois, il n'était pas seul. Outre les 2 hommes de main, il y avait 3 autres hommes, tous armés de fusils. « Mon Dieu, Bérengère !» a crié le colonel Célestin par-dessus le vrombissement du moteur. « Vous avez vraiment réussi à faire fonctionner cette ferraille. Je suis impressionné, vraiment. » Bérengère n'a pas coupé le moteur. Elle a gardé ses mains sur les commandes, les yeux fixés sur le colonel. « Nous avions un accord, monsieur le colonel Célestin. J'ai fait fonctionner la machine. Maintenant, laissez-moi passer. » Il s'agit de ça. Il s'est rapproché, les mains dans les poches, trop désinvolte. Je pensais, quel genre d'accord n'est pas écrit sur papier? 2 Français se serrant la main. Ça ne vaut rien, n'est-ce pas? Et de plus, il a regardé ces hommes armés, puis de nouveau Bérengère. J'ai changé d'avis. Bérengère a senti le sang se glacer. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas? Le colonel Célestin a ri. Jeune femme, je fais ce que je veux dans cette région. J'ai toujours fait. Et vous savez pourquoi vous avez réussi à faire fonctionner cette machine? Parce qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Je sais qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. J'ai toujours su. Alors il savait, ou du moins il se doutait. Votre père était trop malin pour son propre bien, a continué le colonel Célestin, sortant un cigare de sa poche et l'allumant avec un briquet en or. Il pensait qu'il pouvait me tromper, cacher ses données dans une vieille carcasse. Mais je savais. Je n'avais juste pas réussi à ouvrir le système avant que vous n'apparaissiez et que vous ne fassiez tout fonctionner. La rage a monté comme de la lave à l'intérieur de Bérengère. Vous avez menacé mon père, vous l'avez fait disparaître. Moi? Le colonel Célestin a soufflé la fumée en l'air. Je n'ai rien fait. Votre père a fui comme un lâche. Il vous a laissé seul ici. Quel genre de père fait ça? Les mots étaient comme des coups de poing. Bérengère a serré les commandes de l'excavatrice avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches. « Alors c'est comme ça !» Le colonel Célestin a reculé d'un pas.
Vous allez éteindre cette machine maintenant. Vous allez me donner toutes les données que vous avez à l'intérieur et vous allez partir. Oubliez l'atelier, oubliez cette région et oubliez votre père. Sinon, il a fait un signe aux hommes armés. Les choses pourraient devenir très désagréables. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Même le vent semblait s'être arrêté. Bérengère a regardé les armes, les hommes, le colonel Célestin avec son sourire victorieux. Puis elle a regardé les commandes de l'excavatrice, le bras mécanique levé, le moteur diesel ronronnant doucement. Et puis elle s'est souvenue des mots de son père dans l'enregistrement. « Utilise ton intelligence, utilise ta technique ». Un plan a commencé à se former dans sa tête. Audacieux, fou, mais possible. D'accord, elle a levé les mains comme si elle se rendait. « Vous avez gagné ». Le colonel Célestin a souri encore plus, satisfait. « Je savais que vous alliez entendre raison. Maintenant, descendez de là. » Et c'est là que Bérengère a fait quelque chose de complètement inattendu. Elle a tourné la commande du bras mécanique à pleine puissance. Le godet en acier de l'excavatrice, qui pesait plus d'1 tonne, a fendu l'air dans un arc violent et s'est écrasé au sol à quelques mètres du pick-up du colonel Célestin. L'impact a été assourdissant, soulevant une explosion de terre et de pierres. Le colonel et ses hommes de main ont sauté en arrière, criant, mais Bérengère ne s'est pas arrêtée. Pendant qu'ils étaient désorientés par le nuage de poussière, elle a fait pivoter l'excavatrice vers la gauche, faisant rugir les chenilles, et a commencé à creuser, non pas vers la sortie, mais vers la paroi latérale du ravin. « Elle est devenue folle! Arrêtez-la !» a crié le colonel Célestin. Les hommes armés ont tenté de s'approcher, mais le godet de l'excavatrice continuait de fendre l'air, de se lever et de frapper le sol avec une violence contrôlée. Il était trop dangereux de s'approcher. Bérengère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'avait vu sur la carte géologique du système. Juste là, à 3 mètres de profondeur, passait la veine d'eau que le colonel Célestin avait illégalement détournée. L'eau qui aurait dû approvisionner les villages, mais qu'il avait canalisée vers son exploitation agricole, en utilisant des tuyaux cachés. Le godet a plongé dans la terre rouge 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au 4e coup de pelle, le son a changé, un claquement creux. Puis un jet d'eau a commencé à jaillir du trou. D'abord fin, puis plus fort, puis un jet violent qui a tout trempé. « Non !» hurla le colonel Célestin. « Arrêtez ça !» Mais c'était trop tard. Le jet d'eau a révélé les tuyaux en PVC enterrés, le détournement illégal mis en place des années auparavant. Et avec la force de l'eau, des fausses plaques rocheuses qui cachaient l'entrée du détournement ont commencé à céder, s'effondrant et exposant toute la structure frauduleuse. Bérengère n'a pas arrêté. Elle a continué à creuser, ouvrant davantage la terre, faisant jaillir l'eau avec encore plus de force. En quelques minutes, tout le ravin s'est transformé en une mare de boue, l'eau coulant librement pour la première fois depuis des années. Et puis, elle a vu juste derrière les fausses plaques rocheuses, il y avait un chemin, une rampe naturelle qui montait à la surface de l'autre côté du ravin. C'était une sortie alternative que le colonel Célestin avait utilisée pour installer le détournement caché. Bérengère a fait pivoter l'excavatrice, faisant déraper les chenilles dans la boue et a commencé à monter la rampe. Le moteur diesel a hurlé sous l'effort, mais il a obéi. La machine a commencé à grimper, lentement mais inexorablement, tandis que le colonel Célestin et ses hommes glissaient dans la boue, essayant de retourner au pick-up. « Tirez! Tirez sur elle !» Le colonel Célestin hurlait, couvert de boue rouge. L'un des hommes a levé son fusil, mais avant qu'il ne puisse viser, un jet d'eau l'a frappé de plein fouet, le renversant au sol. Bérengère a continué à monter. Les chenilles ont trouvé un terrain ferme. L'excavatrice a émergé du ravin comme un léviathan métallique et triomphant, le soleil de l'après-midi illuminant la carcasse rouillée. Elle avait réussi, mais la bataille n'était pas encore terminée. Car maintenant elle devait se rendre jusqu'à la ville, jusqu'aux autorités, avant que le colonel Célestin ne puisse faire quoi que ce soit. Bérengère
a fait pivoter l'excavatrice en direction de la route, a abaissé le bras mécanique en position de transport et a commencé à descendre la pente. Le vrombissement du moteur diesel a résonné à travers les causses comme un rugissement de victoire. Et en bas, dans le ravin inondé, le colonel Célestin hurlait des ordres perdus tandis que l'eau continuait de jaillir, lavant des années de mensonges et de fraude. Une excavatrice de 15 000 kilos n'est pas faite pour rouler sur une route de terre. Les chenilles grinçaient, soulevant assez de poussière pour étouffer un troupeau entier. Le moteur diesel crachait une fumée noire par l'échappement, ronronnant à un rythme constant qui résonnait dans les collines des Causses. Bérengère commandait ce géant de fer avec les 2 mains fermes sur les commandes, les yeux fixés sur la route devant elle. La vitesse maximale, 8 km/h. À ce rythme d'escargot mécanique, la ville de Rodez était à près d'1 heure de distance. Mais Bérengère n'avait pas le choix. Soit elle continuait, soit elle revenait affronter le colonel Célestin et ses armes. Et croyez-moi, elle n'était pas idiote. Le soleil commençait déjà à descendre quand elle est passée par le premier village. Une dizaine de petites maisons simples éparpillées le long de la route, des poulaillers dans les jardins, des enfants jouant dans la poussière. Quand ils ont vu cette machine rouillée passer, avec une femme aux commandes, couverte de boue et de graisse, tout le monde s'est arrêté pour regarder. « C'est Bérengère !» a crié une voix. « Elle a réussi, elle a fait marcher la Poquelin. » Les gens ont commencé à sortir des maisons, d'abord curieux, puis excités. Certains ont même couru derrière l'excavatrice, l'acclamant et l'applaudissant. Bérengère n'a pas compris la réaction au début, mais elle a ensuite réalisé. La nouvelle du pari s'était répandue. Tout le monde savait, et tout le monde était contre le colonel Célestin. Mais la joie a été de courte durée. Bérengère a entendu le vrombissement familier d'un moteur s'approcher rapidement par derrière. Elle a regardé dans le rétroviseur improvisé un morceau de miroir attaché avec du fil de fer et a vu le pick-up Toyota noir rattraper la distance. Le colonel Célestin avait réussi à sortir du ravin et il n'était pas seul. Outre son pick-up, 2 autres camionnettes arrivaient, des renforts. Le cœur de Bérengère s'est emballé. Elle a poussé l'accélérateur de l'excavatrice au maximum, mais cela n'a fait que faire hurler davantage le moteur, sans gain de vitesse réelle. 8 km/h, c'était tout ce qu'elle avait. Les camionnettes se sont approchées, encerclant l'excavatrice par les côtés. Le colonel Célestin criait quelque chose par la fenêtre, mais le bruit du moteur diesel engloutissait les mots. Il a fait un signe et l'une des camionnettes a accéléré, essayant de bloquer le passage devant. C'est là que Bérengère a fait ce que toute bonne mécanicienne ferait. Elle a utilisé la machine. Elle a levé le bras hydraulique d'un mouvement rapide et précis, faisant passer le godet en acier à quelques centimètres du capot de la camionnette. Le conducteur a freiné brusquement, dérapant sur la terre, manquant de capoter. L'autre camionnette a tenté de s'approcher par le côté gauche, mais Bérengère a fait pivoter brusquement l'excavatrice, les chenilles écrasant des pierres et soulevant un rideau de gravier qui a frappé le pare-brise. Elle se battait avec les seules armes qu'elle avait, le métal, l'hydraulique et le courage, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas les retenir longtemps. Elle avait besoin d'aide. Elle devait attirer l'attention, faire du bruit. Et puis elle a eu une idée. Sur le tableau de bord de l'excavatrice, fonctionnant encore miraculeusement, il y avait le klaxon d'origine, un klaxon de tracteur grave et puissant. Bérengère a commencé à klaxonner sans arrêt, émettant ce son strident qui déchirait l'air de l'après-midi, annonçant sa présence à qui voulait l'entendre. Les habitants des villages ont commencé à s'attrouper au bord de la route. De plus en plus de gens sont apparus, sortant de chez eux, abandonnant ce qu'ils faisaient. Certains ont pris leur téléphone portable et ont commencé à filmer. La scène était surréaliste. Une vieille excavatrice poursuivie par des pick-up de luxe, la mécanicienne klaxonnant comme une folle, soulevant un nuage de poussière rouge qui semblait prendre feu avec la lumière du crépuscule. Le colonel Célestin a réalisé son erreur trop tard. Plus il poursuivait, plus de témoins apparaissaient.
Et à l'ère des téléphones portables, les témoins signifient des vidéos, et les vidéos signifient des preuves. Mais le colonel était aveuglé par la rage. Il n'allait pas abandonner. C'est alors que Bérengère a vu à environ 500 mètres devant elle le carrefour principal. Là, la route de terre rencontrait la route goudronnée qui menait à Rodez. Et à ce carrefour, comme tous les soirs, était stationné un véhicule de la gendarmerie. Un contrôle de routine. 2 gendarmes qui arrêtaient des voitures, vérifiaient les papiers, tout ça. Le plan s'est formé dans la tête de Bérengère en 1 seconde. Elle a dirigé l'excavatrice directement vers le carrefour, klaxonnant sans arrêt, faisant le maximum de bruit possible. Les gendarmes ont regardé la route et ont vu cette scène de film. L'excavatrice, les pick-up la poursuivant dans la poussière. L'un des gendarmes a pris la radio, l'autre a pris son arme. Quand Bérengère est arrivée au carrefour, elle a fait quelque chose que les gendarmes n'avaient jamais vu. Elle a garé l'excavatrice en plein milieu de la chaussée, bloquant le passage, et a coupé le moteur. Le silence qui s'est fait a été presque assourdissant après tant de bruit. Le colonel Célestin a freiné son pick-up à quelques mètres, soufflant de rage. Les autres camionnettes se sont arrêtées derrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Le gendarme le plus âgé, un sergent aux cheveux gris, s'est approché de l'excavatrice, la main sur l'étui de son arme. Bérengère est descendue de la machine, les jambes tremblantes, tenant toujours la clé USB à son porte-clés. Elle était couverte de boue séchée, de graisse, de sueur, les cheveux en désordre, le visage marqué par l'huile. Mais ses yeux brillaient d'une détermination que le sergent a immédiatement reconnue. « Sergent, mon nom est Bérengère. Je dois déposer une plainte contre cet homme là-bas. » Elle a montré le colonel Célestin, qui descendait de son pick-up, le visage rouge de fureur. « Plainte ?» Le colonel Célestin a ri, essayant de paraître désinvolte. « Sergent, cette jeune femme délire. Elle a volé cette machine sur ma propriété et... » Mensonge. La voix de Bérengère a coupé l'air, ferme. Cette machine appartenait à mon père. Et à l'intérieur, il y a des preuves que monsieur le colonel Célestin a détourné de l'eau illégalement, falsifié des documents de propriété et menacé mon père jusqu'à ce qu'il doive fuir la région. Le sergent a regardé de Bérengère au colonel Célestin, essayant de tout assimiler. « Jeune femme, ce sont de graves accusations. »« Je sais. » Bérengère a levé la clé USB. « Et j'ai des preuves. Des vidéos enregistrées par mon père, des documents numérisés, des cartes géologiques montrant le détournement d'eau. Tout est là. » L'expression du colonel Célestin a changé. Le sourire arrogant a disparu, remplacé par quelque chose de plus sombre. « Elle ment, sergent, cela ne prouve rien. »« Alors, ça ne vous dérange pas si on vérifie ?» L'autre gendarme plus jeune s'est approché. C'est là que le colonel Célestin a commis l'erreur fatale. Il a fait un mouvement brusque vers Bérengère, comme s'il allait lui arracher la clé USB de la main. Les 2 gendarmes ont réagi instantanément, se plaçant entre eux. « Monsieur, je vais vous demander de vous calmer. »« Ne me touchez pas. Vous savez qui je suis ?» a hurlé le colonel Célestin, perdant complètement son sang-froid. Et là, à ce moment-là, tout le monde a vu le masque tomber. L'homme puissant, toujours en contrôle, est devenu juste un vieil homme effrayé, réalisant que ses mensonges étaient sur le point de s'effondrer. Plus de gens s'étaient joints à eux. Une foule s'est formée autour du carrefour. Tous filmaient, tous témoignaient. Le sergent a pris la clé USB des mains de Bérengère. « Nous allons devoir vous emmener tous les 2 au poste de gendarmerie de Rodez pour clarifier cela. »« Pas besoin de l'emmener, sergent. » a surgi une voix de la foule. C'était monsieur Antoine, un vieil orpailleur qui connaissait Léonard depuis l'enfance. Le père de cette jeune femme était un homme honnête. S'il a laissé des preuves de quoi que ce soit, vous pouvez le croire. « J'ai vu l'eau jaillir du ravin aujourd'hui, » a crié une autre voix. « Il y avait un tuyau caché là-bas. Il a détourné l'eau qui devait nous approvisionner. » La foule a commencé à s'agiter. Le sergent a levé les mains, demandant le calme. « Messieurs, dames, tout le monde aura l'occasion de parler, mais maintenant, je dois vous demander de reculer. » Bérengère a regardé l'excavatrice arrêtée là, au milieu de la route, ce géant rouillé qui gardait les secrets de son père. Et puis,
Dans une inspiration soudaine, elle a eu une dernière idée. « Sergent, avant d'aller au poste, puis-je montrer quelque chose à tout le monde ?» Le gendarme a hésité, mais quelque chose dans sa voix l'a fait acquiescer. Bérengère est remontée dans l'excavatrice, mais cette fois, elle n'est pas allée aux commandes de mouvement. Elle est allée au compartiment moteur, où l'ordinateur était encore connecté. Elle a allumé l'écran, a accédé aux fichiers audio et a connecté le système audio de la machine, un puissant haut-parleur que son père avait installé pour les alertes de sécurité. Et puis, elle a appuyé sur lecture. La voix de Léonard a empli l'air, claire et forte, résonnant à travers la foule silencieuse. « Bérengère, si tu entends ça, ça signifie que je ne suis pas revenu. J'ai découvert quelque chose d'énorme, ma fille, de très énorme. » L'enregistrement a continué à tout raconter. Les menaces, la découverte des fraudes, la peur, le plan de protection, et à la fin, la partie que personne n'attendait. « Colonel Célestin, si vous entendez ça aussi, sachez que je n'ai jamais eu peur de vous. J'ai eu peur de ce que vous pourriez faire à ma fille, mais je savais qu'un jour la vérité apparaîtrait, car un mensonge, c'est comme un moteur grippé. On peut le cacher un temps, mais à un moment donné, l'odeur du pourri s'échappe. » Quand l'enregistrement a pris fin, le silence était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. 200 personnes là, peut-être plus, toutes regardant le colonel Célestin. Le colonel était pâle, les mains tremblantes. Toute cette arrogance s'était évaporée comme l'eau sur l'asphalte chaud. « C'est fini. » Bérengère est descendue de l'excavatrice, les jambes maintenant fermes. « C'est fini, monsieur le colonel Célestin. » Le sergent a regardé son collègue, puis la foule, puis la clé USB dans sa main. « Monsieur le colonel Célestin, je vais devoir vous demander de nous accompagner au poste de gendarmerie, et vous avez le droit de garder le silence. » Pour la première fois depuis des décennies, le colonel Célestin n'avait rien à dire. Pendant que les gendarmes le conduisaient au véhicule, Bérengère est restée là à côté de l'excavatrice rouillée, sentant le poids de 10 ans s'en aller enfin de ses épaules. Le soleil touchait l'horizon, peignant les causses d'orange et de doré. Et pour la première fois, depuis la disparition de son père, Bérengère a laissé les larmes couler librement. C'étaient des larmes de soulagement, de justice, de renouveau. 3 mois après ce jour au carrefour, les causses du Quercy avaient changé. Ce n'était pas un changement visible de l'espace, rien de tout ça, mais c'était le genre de changement que l'on ressent sur sa peau, dans la façon dont les gens marchaient la tête plus haute, dans le son de l'eau qui revenait couler dans les ruisseaux asséchés depuis des années. Le colonel Célestin était en prison. Les preuves de la clé USB, ainsi que les témoignages de dizaines de personnes qui l'avaient intimidé au fil des ans, étaient plus que suffisantes. Crime environnemental, falsification de documents, menaces, détournement de ressources hydriques. La liste était longue. Son avocat a tout tenté, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité quand elle était enregistrée dans la voix d'un homme mort qui, en réalité, était bien vivant. Parce que oui, mes amis, Léonard n'était pas mort. 2 semaines après l'arrestation du colonel Célestin, un matin de brume qui couvrait les causses comme une couverture blanche, Bérengère était à l'atelier quand elle a entendu le vrombissement connu d'une moto s'approcher. Elle a levé les yeux du banc de travail où elle ajustait un carburateur et a vu à travers la brume une silhouette s'approcher. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, la barbe de 3 jours, monté sur une Honda CB rouge, la même CB dont Bérengère avait utilisé la batterie pour démarrer l'excavatrice. Son cœur s'est arrêté, puis s'est emballé. « Papa !» Le mot est sorti dans un murmure. Léonard a lentement retiré son casque. Les yeux embués de larmes, il est resté là un instant qui a semblé une éternité, comme s'il attendait la réaction de sa fille. Bérengère a laissé tomber l'outil qu'elle tenait et a marché vers lui, d'abord lentement puis en courant, et finalement s'est jetée dans les bras de son père, dans une étreinte qui portait 10 ans de manque, de colère, de soulagement et d'amour. Ils n'ont rien dit pendant longtemps, ils sont juste restés là, enlacés, tandis que la brume dansait autour d'eux et que le soleil essayait de percer les nuages. « Tu es revenu. »
Bérengère a finalement réussi à parler, la voix embrouillée. « Je n'ai jamais voulu partir, ma fille. » Léonard a tenu son visage de ses 2 mains calleuses. Mais c'était la seule façon de te protéger et de garder les preuves en sécurité jusqu'au bon moment. J'ai su que tu avais tout trouvé et que tu avais fait rugir la Poquelin à nouveau. Il a souri à travers ses larmes. Je savais que tu y arriverais. Pourquoi n'es-tu pas revenu avant? Quand le colonel Célestin a été arrêté, il fallait s'assurer que c'était sûr, que ces hommes de main n'essaieraient rien. Léonard a regardé autour de l'atelier, le toit de tôle ondulé, les outils organisés sur les murs. Tu as bien pris soin de notre endroit. Bérengère lui a donné un léger coup de poing dans le bras entre rire et larmes. 10 ans, papa, 10 ans. J'ai cru que tu étais mort. Je sais, et je suis désolé, plus que tu ne peux l'imaginer. Il a respiré profondément. Mais maintenant, nous pouvons tout reconstruire ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'atelier au bord de la route a commencé à grandir. Avec l'argent récupéré des amendes que le colonel Célestin a été obligé de payer, et avec le soutien de la communauté, qui n'a jamais oublié ce que Bérengère avait fait, la structure a été agrandie. Le toit de tôle ondulé a laissé place à une couverture moderne, avec des lucarnes qui laissaient entrer la lumière naturelle. 3 boxes supplémentaires ont été construits. De nouveaux équipements sont arrivés en camion. Mais le plus important n'était pas la croissance physique de l'atelier, c'était ce qui est né en son sein. Bérengère a eu une idée que son père a immédiatement soutenue, et qui a commencé petite, mais a grandi rapidement, comme une plante grimpante sur une clôture. Au fond de l'atelier, où auparavant il n'y avait que de vieilles pièces empilées, a été construite une salle de classe, des établis, des moteurs démontés pour l'étude, des outils de base, des chaises et une plaque sur la porte qui disait « École technique Léonard, formation de mécanicien ». Mais il y avait un détail qui a fait toute la différence. Les places prioritaires étaient pour les femmes. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la région. Au début, 5 jeunes femmes timides, insécures, sont venues pensant que la mécanique était une affaire d'hommes. Bérengère a accueilli chacune d'elles de la même manière, avec une clé à molette à la main et un sourire aux lèvres. Commençons par les bases. Un moteur ne démarre pas à cause de 3 choses. Pas de carburant, pas d'étincelle ou pas de compression. Tout le reste est une variation de cela. Aussi simple que ça. Et elles ont appris qu'un piston ne mord pas, que la graisse part avec du savon de Marseille, qu'une clé dynamométrique est votre meilleure amie, qu'un moteur bien réglé ronronne comme de la musique. En 6 mois, les 5 sont devenus 15. En 1 an, elles étaient 30. Des jeunes femmes de villages lointains, de familles d'orpailleurs, d'agriculteurs, de commerçants, toutes désireuses d'apprendre le métier que Bérengère avait prouvé être aussi le leur. Certaines ont découvert une vocation, d'autres ont découvert une force qu'elles ne soupçonnaient même pas. Toutes ont découvert que le respect ne se demande pas, il se gagne par la compétence. La Poquelin, cette excavatrice rouillée qui gardait des secrets, a été entièrement restaurée. Elle est devenue une pièce d'exposition à l'entrée de l'atelier, repeinte de son jaune d'origine, mais avec une différence. Sur le côté, où il n'y avait avant que le numéro de série, il y avait maintenant une plaque de bronze gravée en mémoire de tous ceux qui luttent pour la vérité. Ce qui semble être de la rouille à l'extérieur peut être de l'or à l'intérieur. Et le système de cartographie géologique. Ah, celui-là a eu un destin spécial. Léonard et Bérengère ont travaillé avec l'université de Rodez pour transformer cette technologie en quelque chose d'utile pour la communauté. Le système a été adapté pour aider les petits orpailleurs à trouver des filons minéraux de manière durable, sans détruire l'environnement. C'est devenu un projet pilote qui a attiré l'attention de gens de toute la France. L'eau a recommencé à couler dans les villages. Les terres que le colonel Célestin avait volées ont été restituées à leurs propriétaires légitimes. La région a commencé à respirer à nouveau, à vivre à nouveau. Et un dimanche après-midi,
Près d'un an après ce jour au carrefour, Bérengère était assise à la porte de l'atelier. À côté d'elle, sur une vieille chaise à bascule, Léonard buvait un café et regardait l'horizon rougeâtre des Causses. « Tu sais ce qui me manque le plus de ces 10 ans où je me suis caché ?» a-t-il demandé. « Quoi ? Te voir travailler ?» Il a regardé sa fille avec fierté dans les yeux. « Tu as toujours été meilleure que moi, Bérengère. Toujours. Sauf que je n'ai jamais eu la chance de te le dire. » Bérengère a senti un nœud dans sa gorge. « J'ai tout appris de toi, papa. Tu as appris les bases avec moi. » Léonard a pointé du menton l'atelier où 3 étudiantes démontaient un moteur de camion, riant et conversant en travaillant. Le reste, tu l'as construit seul. Et regarde ce que tu construis maintenant. Ce n'est pas seulement... c'est l'avenir. » À ce moment-là, un vieux pick-up est entré dans la cour. Une jeune femme en est descendue, âgée d'une 20aine d'années, avec une combinaison de travail bleu tachée d'huile et une boîte à outils à la main. « Bonjour, Madame Bérengère », elle a salué avec enthousiasme. « Jessica, comment s'est passé le service ?»« C'est fait. » La jeune femme a affiché un immense sourire. « J'ai réparé le tracteur de Monsieur Alfred. Problème de pompe à injection, comme vous m'avez appris. Il a été tellement impressionné qu'il m'a déjà appelé pour réviser sa moissonneuse-batteuse le mois prochain. »« Je savais, » Bérengère a applaudi. « Tu deviens une pro, jeune femme ?» Jessica avait été l'une des premières étudiantes, fille d'agriculteur. Sa famille pensait qu'elle devrait se marier et avoir des enfants, pas se salir avec la mécanique. Aujourd'hui, elle avait son propre pick-up de service et intervenait dans 3 communes de la région, et elle n'était pas la seule. Parmi les 15 premières étudiantes, 10 travaillaient déjà professionnellement. 3 avaient ouvert leurs propres ateliers dans des villes voisines. 2 faisaient des études d'ingénierie mécanique. L'effet domino avait commencé. Alors que le soleil descendait, peignant le ciel d'orange, de rose et de lilas, plus de gens sont arrivés à l'atelier. C'est devenu une tradition. Chaque dimanche, les étudiantes, anciennes étudiantes et la communauté se réunissaient là pour discuter, échanger des expériences, prendre un café et manger du gâteau. Monsieur Antoine est arrivé avec son accordéon. Madame Clarisse a apporté du pain de maïs. Les gamins couraient entre les voitures stationnées. C'était la fête, c'était la famille, c'était la vie. Bérengère a regardé autour d'elle et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Ce n'était pas la paix de celui qui n'a plus rien à faire, c'était la paix de celui qui sait qu'il est sur le bon chemin. « Tu sais, papa », a-t-elle dit doucement, tandis que quelqu'un commençait à jouer un air entraînant à l'accordéon. « Parfois je me demande si tu n'avais pas caché ce système dans la Poquelin, si je ne l'avais pas trouvé, si le colonel Célestin ne m'avait pas défié, rien de tout cela ne se serait produit. »« Oui, mais c'est arrivé. » Léonard a posé sa main sur l'épaule de sa fille. « Parce que tu as persévéré, parce que tu n'as pas baissé la tête, parce que tu savais qu'un moteur ne ment jamais. » Bérengère a souri. « Un moteur ne ment jamais. » Elle s'est levée de sa chaise et a marché jusqu'à la Poquelin exposée là à l'entrée. Elle a passé sa main sur la carcasse de métal, maintenant lisse et peinte. De l'extérieur, c'était une belle machine, restaurée, mais elle savait que la vraie beauté résidait dans ce que cette machine représentait. Elle représentait un secret révélé, une injustice corrigée, un courage mis à l'épreuve, un avenir construit, et, surtout, elle représentait quelque chose qu'elle avait toujours su, mais que le monde devait apprendre, que la compétence n'a pas de genre, qu'une main sale de graisse peut être une main délicate et que la force ne vient pas seulement des muscles, elle vient de ne pas abandonner quand tout le monde dit que vous ne pouvez pas y arriver. De l'autre côté de la cour, l'une des plus jeunes étudiantes, une jeune femme de 17 ans nommée Esther, s'est approchée timidement. « Madame Bérengère, puis-je vous demander quelque chose ?» « Bien sûr. Ma chérie, comment saviez-vous que vous alliez réussir à faire fonctionner la Poquelin, à affronter le colonel Célestin? Tout ça? Vous n'aviez pas peur ?» Bérengère a regardé la jeune femme, a vu dans ses yeux la même insécurité qu'elle-même avait ressentie tant de fois.
Esther, j'avais terriblement peur. Elle a tenu la main de la jeune femme. Mais tu sais ce que j'ai appris. Tout le monde a peur. La différence, c'est ce que tu fais même avec la peur. Tu la laisses t'arrêter ou tu respires profondément, tu prends tes outils et tu fais ce qu'il faut faire. La jeune femme a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Je ferai même avec la peur. C'est comme ça que j'aime. Bérengère lui a serré la main. Maintenant, vas-y, profite de la fête. Tandis qu'Esther s'éloignait, Léonard s'est approché de sa fille. Tu es une meilleure professeure que je n'ai jamais été, tu sais. Ce n'est pas une compétition, papa. Je sais. Il a levé les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. Mais je veux que tu saches tout ce que j'ai fait, les années que je suis resté loin, le risque que j'ai pris, cela en valait la peine. Parce que ça a donné ça a donné toi, transformant cette région, transformant ces jeunes femmes, transformant l'avenir. Bérengère a serré son père de côté, posant sa tête sur son épaule, regardant la fête se dérouler dans la cour de l'atelier, tandis que le moteur de la Poquelin, éternellement silencieux, mais maintenant plus présent, brillait sous les lumières de la nuit. Et là, dans cette nuit étoilée des causses du Quercy, où la rouille était devenue de l'or et les secrets étaient devenus liberté, Bérengère a compris la leçon complète, qu'à l'occasion, la vie cache les choses les plus précieuses dans les endroits les plus improbables, que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action, malgré elle, et qu'une femme avec une clé à molette à la main et la vérité au cœur peut changer non seulement un moteur, mais un monde entier. Le rugissement de la justice résonne plus fort que n'importe quel moteur, et ce rugissement, celui-là ne s'arrêtera jamais.